Ma mère a invité tout le monde pour la fête des mères, sauf moi. Me jugeant raté car je suis enseignante, elle m'a renié devant toute la famille. Je suis parti sans rien dire. Des années plus tard. Je m'appelle Inès Fournier-Weber et j'ai 34 ans. Il y a 4 ans, la veille de la fête des mères, j'ai découvert que j'avais été effacé de ma propre famille, supprimé de notre groupe WhatsApp comme une étrangère, comme quelqu'un qui n'en avait jamais fait partie. Le message de ma mère à mes frères et sœurs était d'une clarté cristalline, tous mes enfants ont réussi, sauf Inès. Elle a choisi d'être une simple institutrice. Je ne la considère plus comme ma fille. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas appelée en pleurant. J'ai simplement disparu, comme elle le voulait. Ce que ma mère ignorait, c'est que 4 ans plus tard, je serais sur une scène devant 500 personnes, serrant la main du préfet de la région Île-de-France, et qu'elle serait assise dans le public, sans y avoir été invitée, attendant un moment sous les projecteurs qui ne viendraient jamais. La nuit où j'ai compris que j'avais perdu la famille que je croyais avoir et où j'ai commencé à construire celle que je méritais vraiment. En grandissant, la famille Fournier était ce que les gens de notre banlieue chic de Versailles appelaient une famille de cartes postales. Ma mère, Marguerite Fournier, avait pris sa retraite de son poste de directrice régionale de banque à 55 ans, non pas parce qu'elle avait besoin de repos, mais parce qu'elle avait enfin obtenu son siège au golf de Saint-Non-la-Bretèche. La cotisation à elle seule coûtait plus que mon salaire annuel. Elle portait ses foulards Hermès comme une armure, toujours drapée juste comme il faut sur ses épaules, toujours dans des tons discrets qui murmuraient la vieille fortune, même si notre argent datait à peine d'une génération. Ma sœur Victoire était le joyau de la couronne. 38 ans, chirurgienne esthétique à Lyon, avec une clientèle qui incluait des présentatrices de journaux locaux et des épouses d'hommes politiques. Elle postait des photos de sa Rolex date juste nonchalamment posée sur des tables de restaurant, ses ongles parfaitement manucurés enroulés autour de flûtes de champagne lors de galas de charité. À chaque grand dîner de famille, elle nous tenait au courant de ses dernières retouches subtiles, comme si nous ne pouvions pas voir la peau se tendre autour de ses yeux, les lèvres qui semblaient plus pulpeuses chaque année. Puis il y avait Bruno, 40 ans, avocat d'affaires à la Défense, qui conduisait un Mercedes classe G qu'il s'assurait de garer à l'endroit le plus visible à chaque réunion de famille. Il avait une femme nommée Caroline qui collectionnait les sacs à main de créateurs comme certains collectionnent les timbres, méthodiquement, obsessionnellement, toujours à la recherche de la prochaine édition limitée. Et puis il y avait moi, Inès, la plus jeune, celle qui ne cadrait pas tout à fait avec le portfolio familial. J'étais institutrice en CM1 à l'école primaire du Val-Fleury, une petite école nichée dans la campagne vallonnée à environ 150 km de la magnifique Meulière de ma mère. Ma Renault Clio avait 12 ans. Mon appartement aurait pu tenir dans le dressing de Victoire. Mais voici ce que personne ne mentionnait jamais lors de ses brunchs au club de golf, ma mère avait 2 enfants qui avaient réussi, une médecin et un avocat. Pas 3. Jamais. Je n'ai pas choisi l'enseignement parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Quand j'ai eu mon bac, j'avais la mention très bien et une bourse complète pour poursuivre des études de médecine à l'université Paris-Saclay. Le même chemin que Victoire avait emprunté une décennie plus tôt. Ma mère avait déjà commandé l'autocollant au futur médecin pour sa voiture. Elle l'avait dit à toutes ses amies du club. Le récit était fixé. Mais j'avais passé cet été-là comme bénévole dans un camp d'alphabétisation pour enfants défavorisés de notre département. Il y avait ce garçon, le petit Léo, 8 ans, qui ne pouvait pas lire au-delà du niveau CP, on lui avait dit toute sa vie qu'il était lent. En août, il dévorait des romans. Le jour où il a fini Le Petit Prince tout seul, il m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. C'est à ce moment-là que j'ai su. J'ai appelé ma mère ce soir-là pour lui dire que je refusais la bourse de médecine. J'allais étudier pour devenir professeur des écoles à la place. Je voulais enseigner en primaire. Le silence à l'autre bout du fil a duré 17 secondes. Je les ai comptés. Tu gâches ta vie, a-t-elle finalement dit. Pourquoi ? Un salaire de fonctionnaire et des enfants ingrats. Elle n'est pas venue à ma remise de diplôme. Elle a dit qu'elle avait un empêchement, une garden party au club ce même week-end. Victoire a envoyé une carte avec un chèque de 50 € et un mot qui disait « Bonne chance avec ta petite carrière ». J'ai encaissé le chèque. J'avais besoin de faire des courses, mais je n'ai jamais oublié le message sous-jacent « Tu as fait le mauvais choix. Tu as choisi moins bien. Et nous ne te le laisserons jamais oublier. » Je n'ai pas choisi d'être pauvre. J'ai choisi d'avoir un sens à ma vie. Pour ma mère,
ces deux choses étaient exactement les mêmes. L'exclusion ne s'est pas faite d'un coup. Elle s'est insinuée lentement, comme de la moisissure dans les coins d'une pièce que personne ne prend la peine de nettoyer. Dîner de la Toussaint 2019. Je suis arrivé chez ma mère avec un gratin de patates douces fait maison. Sa recette préférée, celle que grand-mère Rose faisait. Quand je suis entré dans la salle à manger, j'ai trouvé mon carton à la petite table pliante dans le coin. Celle dressée pour les beaux enfants de Victoire et le jeune neveu de Bruno. Oh, ma chérie, nous n'avions plus de place à la table principale, a dit ma mère en ajustant ses boucles d'oreilles en perles. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Tu es si doué avec les enfants. J'avais 30 ans. Noël cette année-là fut pire. J'avais passé 3 semaines à tricoter pour ma mère une écharpe en cachemire dans sa nuance préférée de gris tourterelle. Quand elle l'a ouverte, elle l'a tenue en l'air, a souri du bout des lèvres et a dit « Quelle touche personnelle ». Puis elle s'est tournée vers Victoire, qui lui avait offert une pochette Chanel, et a passé les 20 minutes suivantes à s'extasier sur les coutures, les finitions, le savoir-faire. Mon écharpe a fini dans le placard à manteau. Je l'ai retrouvée là 2 mois plus tard, encore dans le papier de soie, les étiquettes que j'avais soigneusement retirées remises à l'intérieur. Mais le coup de grâce est venu pour son anniversaire au début de 2020. J'ai appelé pour demander à quelle heure était le dîner. « Oh, Inès, dit-elle, sa voix dégoulinant d'un regret étudié. Le restaurant n'avait que 6 places de disponibles. Ton père, Bruno et Caroline, Victoire et son cavalier. Tu comprends, n'est-ce pas? La famille d'abord. 6 places. Et d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas assez famille pour en remplir une. Mais tout cela, la table pliante, l'écharpe oubliée, le restaurant qui n'avait pas de place, rien de tout cela ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. La seule personne dans ma famille qui me traitait encore comme si j'existais était ma cousine Rachel. Elle avait 24 ans à l'époque. La fille de ma tante Patricia, 8 ans de moins que moi, fraîchement diplômée de l'université et occupant son premier emploi en marketing à Orléans. Nous étions proches depuis qu'elle était enfant. Je la gardais le week-end, l'emmenais à la bibliothèque, l'aidais avec ses devoirs quand ses propres parents étaient trop occupés à se disputer. Rachel était le genre de personne qui remarquait quand vous souffriez, même quand vous essayiez de le cacher. La veille de la fête des mères 2020, mon téléphone a sonné à 23h47. Le nom de Rachel s'est allumé sur l'écran. Quand j'ai répondu, sa voix tremblait. « Inès, je dois te dire quelque chose. Je ne savais pas si je devais, mais tu mérites de savoir. » Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Vérifie ton WhatsApp. Le groupe familial. J'ai ouvert l'application, j'ai cherché les dîners famille Fournier, le groupe que ma mère avait créé il y a 3 ans pour coordonner les fêtes. Je n'y étais plus. Rachel, je sais, ils t'ont retiré. Ta mère a demandé à Victoire de le faire la semaine dernière, mais elle ne l'a fait que ce soir. La voix de Rachel s'est brisée. Inès, je suis tellement désolé. J'ai tout capturé. Je te l'envoie maintenant. Mon téléphone a vibré. Une image, puis une autre. J'ai fixé l'écran, les mots de ma mère figés dans l'encre numérique. Et quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Pourquoi tu me dis ça, ai-je chuchoté. Parce que tu es ma famille, a dit Rachel. Même s'ils ont décidé que tu n'es plus la leur. J'ai sauvegardé ces captures d'écran dans un dossier que j'ai intitulé Preuve. Je ne savais pas alors que j'en aurais besoin. Je savais juste que je ne pouvais pas laisser ces mots disparaître. J'ai lu cette capture d'écran 47 fois cette nuit-là. Non pas parce que je ne comprenais pas les mots. Je les comprenais parfaitement. Je les ai relus encore et encore parce qu'une partie de moi cherchait une échappatoire, une phrase qui pourrait signifier autre chose, un contexte qui pourrait adoucir le coup. Il n'y en avait pas. Le message venait de ma mère, posté dans le groupe familial à 20h32. Rappel, dîner de la fête des mères au Georges V à 19h précise. Tous mes enfants seront là. Tous mes enfants qui ont réussi. Inès a choisi d'être une simple institutrice. Je ne la considère plus comme ma fille. S'il vous plaît, ne mentionnez pas son nom demain. En dessous, Victoire avait répondu avec un emoji cœur. Juste un cœur. Aucune protestation. Aucune hésitation. La réponse de Bruno, compris, maman. 2 mots.
C'est tout ce que je valais pour mon frère. 2 mots et une soumission totale. Je me suis assise sur le bord de mon lit dans mon petit studio, le téléphone serré dans mes mains. Et je n'ai pas pleuré. Mon Dieu, j'aurais voulu. J'aurais voulu m'effondrer, crier dans un oreiller, appeler ma mère et exiger une explication. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? Elle avait pris sa décision. Elle l'avait annoncé à la famille comme un communiqué de presse. Inès ne fait plus partie des nôtres, et tout le monde avait été d'accord. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, à regarder ses messages, à lire les horodatage, à remarquer que pas une seule personne, pas mon père, pas ma tante, personne, n'avait protesté. Rachel était la seule à avoir pensé à me prévenir. Au lever du soleil, j'avais pris ma propre décision. Si ma mère voulait que je parte, je partirais, complètement, selon mes propres termes. Mais je n'oublierai pas et je ne supprimerai pas ces captures d'écran. Il y a des preuves qu'on garde pour toujours. Le matin de la fête des mères, je me suis réveillé dans le silence. Pas d'appel, pas de texto, pas de « tu nous manques », on aurait aimé que tu sois là maladroit de la part de Victoire. Rien. Pour la première fois en 30 ans, je n'ai pas envoyé de fleurs à ma mère. Je n'ai pas appelé pour lui souhaiter une bonne fête. Je n'ai pas conduit 150 km pour m'asseoir à une table d'angle pendant qu'elle faisait semblant que je n'existais pas. Je me suis fait un café. J'ai corrigé des copies. Je suis allé me promener le long du ruisseau derrière mon immeuble et j'ai regardé l'eau capter la lumière du matin. Et j'ai pensé à mes options. Je pouvais l'appeler, la confronter, exiger de savoir pourquoi elle avait dit ces choses, pourquoi elle m'avait exclu, pourquoi être enseignante me rendait indigne de son amour. Je pouvais faire une capture d'écran de son message et le poster en ligne. Laisser le monde voir quel genre de mère élève une médecin, un avocat, et une fille qu'elle jette. Je pouvais me présenter au Georges V sans y être invité, faire une scène, les forcer à reconnaître mon existence. Mais à quoi tout cela aurait-il servi? Ma mère avait fait son choix. Elle avait choisi le statut plutôt que son propre enfant. Elle avait choisi l'opinion de femme dans un club de golf plutôt que la fille qu'il avait aimée pendant 3 décennies. Si elle voulait que je disparaisse, je lui donnerais exactement ce qu'elle demandait. Mais pas parce qu'elle l'exigeait, parce que je le choisissais. J'ai bloqué son numéro cet après-midi-là, puis celui de Victoire, puis celui de Bruno. J'ai supprimé Instagram pour ne pas avoir à voir leurs photos de famille mises en scène. Je ne savais pas alors que mon silence durerait 4 ans. Je ne savais pas que ces 4 années changeraient tout. Tout ce que je savais dans ce moment de calme, c'était ceci, je ne m'en dirais pas l'amour de gens qui me voyaient comme une tache sur leur réputation. Le monde a continué de tourner et la famille Fournier a continué de prétendre que je n'en avais jamais fait partie. 6 mois après cette fête des mères, Rachel m'a appelé avec une nouvelle que je n'avais pas demandée. Les photos de la Toussaint sont en ligne, a-t-elle dit doucement. Victoire les a postées il y a 1 heure. Je me suis dit que je ne regarderais pas. J'ai tenu 3 heures. L'image montrait ma mère à la tête de sa table de salle à manger formelle, flanquée de Victoire et Bruno, leurs conjoints parfaitement disposés derrière eux. La verrerie en cristal captait la lumière. Une dinde massive brillait au centre. La légende disait, reconnaissante pour ma famille incroyable. Maman, tu nous as si bien élevés. 3 personnes, pas 4. Ma chaise n'était même pas vide. Il s'était simplement réorganisé comme si la table avait toujours été dressée pour 6 au lieu de 8. À Noël, j'avais cessé de me torturer avec les réseaux sociaux. Mais Rachel appelait toujours. Ta mère dit à tout le monde que tu fais du bénévolat au Sénégal, a-t-elle dit. Une sorte d'ONG éducative. Très prestigieux. Tu ne peux pas rentrer à la maison parce que tu changes des vies à l'étranger. J'ai ri, de ce rire amer qui vous écorche la gorge. Elle ment pour cacher qu'elle m'a renié. Elle ment pour que personne ne pose de questions, pour ne pas avoir à admettre qu'elle a mis sa propre fille à la porte parce qu'elle est enseignante. Rachel a fait une pause. Inès, elle a dit à Madame Patterson du club que tu avais été nominée pour un prix international d'enseignement au Sénégal. Je n'avais pas quitté l'Île-de-France depuis 3 ans. C'est là que j'ai compris. Ma mère ne me détestait pas. Elle détestait ce que mon existence disait d'elle. Alors, elle avait inventé une version de moi dont elle pouvait se vanter. Une héroïne humanitaire, commodément injoignable. La vraie moi, celle qui enseignait en CM1 à 150 km de là,
j'étais déjà un fantôme. J'ai rencontré Marc Weber un mardi d'octobre, entouré de citrouilles et d'enfants de 9 ans qui rigolaient. Sa ferme, la ferme Bio Weber, était une légende locale. 20 hectares de collines, de légumes anciens, un petit verger où les familles venaient chaque automne cueillir des pommes et prendre des photos devant la grange en briques rouges. J'avais emmené mes CM1 en sortie scolaire pour apprendre l'agriculture durable. Marc attendait près du tracteur quand notre bus est arrivé, grand, les épaules larges, avec des yeux bienveillants et de la terre incrustée en permanence sous les ongles. Il m'a serré la main et a dit « Vous devez être mademoiselle Fournier. Ma fille n'arrête pas de parler de vous. » Sa fille était Lily, 5 ans, des boucles d'or et un sourire à faire fondre les glaciers. Elle était dans la classe de maternelle de ma collègue, mais je lui donnais des cours de soutien 2 fois par semaine depuis que sa mère était décédée d'un cancer l'année précédente. Lily est une enfant incroyable, lui ai-je dit. Vive comme l'éclair, curieuse de tout. Quelque chose a changé sur son visage. De la gratitude, peut-être, ou la reconnaissance d'une âme sœur. Elle dit que vous êtes sa maîtresse préférée de toute l'école, même si vous n'êtes pas techniquement sa maîtresse, a-t-il souri. Ces mots. Cette sortie scolaire s'est transformée en un appel téléphonique. L'appel téléphonique s'est transformé en un café. Le café s'est transformé en un pique-nique sous le vieux chêne sur sa propriété, où Marc m'a posé des questions sur ma famille et où je lui ai dit la vérité. Je n'en ai pas, ai-je dit. Où ils ont décidé qu'ils n'en avaient plus pour moi. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas insisté. Il m'a juste tendu une part de tarte aux pommes que la mère de sa défunte femme lui avait appris à faire et a dit, la famille, ce n'est pas toujours le sang, Inès. Parfois, ce sont les gens qui sont là quand tous les autres partent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à le croire. 2 ans ont passé comme les pages d'un livre que j'écrivais enfin pour moi-même. En 2022, Marc et moi nous sommes mariés. Pas dans un club de golf, pas avec 300 invités et une pièce montée de 12 étages. Nous avons échangé nos vœux sous le chêne où nous avions eu notre première vraie conversation, avec Lily comme demoiselle d'honneur et une poignée d'amis qui étaient devenus notre famille. J'ai officiellement adopté Lily la même année. Le jour où les papiers sont arrivés, elle m'a donné un dessin au crayon de 3 bonshommes en bâton se tenant la main sous un soleil jaune. En bas, en lettres de maternelle tremblantes, elle avait écrit « Ma maman, mon papa, moi ». Je garde ce dessin dans mon bureau au travail. Certains jours, quand le monde semble lourd, je le sors juste pour me souvenir de ce qui compte. J'ai terminé mon master en direction d'établissement scolaire en suivant des cours du soir et des sessions d'été, tapant des mémoires à 23 heures après que Lily se soit endormie, étudiant pendant mes pauses déjeuner. Déterminé à prouver que l'ambition n'exigeait pas d'abandonner les élèves que j'aimais. Lorsqu'un poste de directrice adjointe s'est libéré à l'école du Val-Fleury, j'ai postulé. Le jury d'entretien était composé de 3 membres du conseil d'administration de l'école, dont Marc, qui s'est récusé du vote. J'ai obtenu le poste quand même. Pendant tout ce temps, je suis resté invisible. Pas de réseaux sociaux, pas de communiqués de presse, pas d'annonce fière à la famille qui m'avait effacé. Quelque part à Lyon, ma mère racontait encore aux gens que je sauvais des enfants au Sénégal. Quelque part à la Défense, Bruno faisait toujours semblant de n'avoir jamais eu de deuxième sœur. Quelque part en ligne, Victoire postait des photos de dîners de famille à des tables qui n'auraient jamais de place pour moi. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu, et je n'étais pas prête à leur dire. Pas encore. L'appel téléphonique est arrivé un jeudi après-midi de mars 2024. Madame Fournier-Weber ? La voix était formelle, précise. Ici Diana Morrison, du rectorat de l'Académie de Versailles. Le conseil a examiné votre candidature et j'ai le plaisir de vous informer que vous avez été choisie comme nouvelle directrice académique des services de l'éducation nationale pour le département de l'Essonne. Je me suis assise sur le bord de mon bureau, mes jambes soudainement flageolantes. Directrice académique, le poste pour lequel j'avais postulé sur un coup de tête, sans jamais croire que je serais réellement considéré. Superviser 12 circonscriptions, 4000 élèves, 200 enseignants. Vous en êtes certaine, ai-je réussi à dire. Votre bilan parle de lui-même. Les taux d'alphabétisation en hausse de 18% en 3 ans. La fidélisation des enseignants la plus élevée de la région. Le programme de mentorat que vous avez développé est en cours d'adoption à l'échelle de l'académie. Une pause. Madame la rectrice Martin vous a spécifiquement recommandé.
Elle a dit que vous étiez la meilleure pédagogue avec qui elle ait jamais travaillé. Éléonore Martin, ma mentor de ma première année d'enseignement, maintenant la rectrice de l'académie. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. L'annonce a paru dans les journaux locaux 2 semaines plus tard. Une enseignante locale promue directrice académique. Un petit titre dans le courrier de l'Essonne, accompagné de ma photo du site web de l'inspection académique. Je ne pensais pas que quelqu'un de ma famille le verrait. J'avais tort. Rachel a appelé ce soir-là, à bout de souffle. Inès, ta sœur vient de poster cet article dans le groupe de discussion familiale avec la légende, n'est-ce pas notre Inès? Mon estomac s'est serré. Qu'a dit ma mère? Rien. Elle n'a pas répondu. Mais Rachel a hésité. J'étais chez tante Patricia quand c'est arrivé. Ta mère a appelé Victoire immédiatement. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Inès, elle était furieuse. Furieuse que j'ai eu le poste? Furieuse de ne pas le savoir. Furieuse d'avoir raconté à tout le monde que tu étais au Sénégal et que maintenant il y a la preuve que tu as été ici tout ce temps. L'email est arrivé 3 jours plus tard. L'objet était, de la part de ta mère. J'ai failli le supprimer sans le lire. Failli. Ma très chère Inès, comment sait-il? J'ai vu la merveilleuse nouvelle de ta promotion. J'ai toujours su que tu en étais capable. Nous devrions déjeuner ensemble bientôt. J'adorerais que tu me racontes tout ce que tu as accompli. La fête des mères approche. Cela signifierait tellement pour moi d'avoir toute la famille réunie à nouveau. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des 4 années de silence, pas de mention du message WhatsApp qui m'avait brisé, juste une invitation, comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais simplement été absente pour un long voyage et que j'étais maintenant la bienvenue pour revenir. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Inès, c'est Victoire. Sa voix était mielleuse, chaleureuse, un ton que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants. Je sais que ça fait un moment, mais je voulais te contacter personnellement. Maman ne se sent pas très bien, et elle a demandé de tes nouvelles. Elle veut vraiment te voir. Qu'est-ce qu'elle a? Juste du stress. Tu sais comment elle est. Mais tu lui manques, Inès. Tu nous manques à tous. J'ai appelé Rachel ce soir-là. Est-ce que ma mère est malade? Rachel a ricané. Elle était au spa hier. Elle a posté un selfie dans le hammam à l'eucalyptus. Un temps. Inès, ils ne te contactent pas parce que tu leur manques. Ils te contactent parce que tu as fait la une des journaux. Je le savais déjà, mais entendre Rachel le confirmer a ancré la vérité dans mes os. Puis-je vous demander quelque chose? Avez-vous déjà reçu un de ces appels de réconciliation? Le genre où l'on peut sentir le manque de sincérité qui transpire de chaque mot? Si vous savez exactement de quoi je parle, commentez oui ci-dessous. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite, continuez à regarder, car ce qui s'est passé lors de cette cérémonie de remise de prix, même moi, je ne l'avais pas vu venir. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été forte chaque jour, que je n'ai jamais flanché, jamais douté, jamais passé une nuit blanche à 3 heures du matin à me demander si j'étais la méchante de ma propre histoire. Mais ce ne serait pas la vérité. Les doutes se sont insinués lentement après cet appel de Victoire. Au travail, les collègues n'arrêtaient pas de me féliciter. L'annonce de ma nomination s'était répandue dans le département comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait me serrer la main, me demander mes projets, me dire à quel point ils étaient fiers. Et puis sont venues les questions que je redoutais. Tes parents doivent être aux anges, m'a dit mon directeur adjoint un matin, rayonnant. Je parie que ta mère se vante auprès de tout le monde à l'église. J'ai souri, hoché la tête, changé de sujet. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine pendant que Marc faisait la vaisselle et que Lily faisait ses devoirs au comptoir. Le silence semblait plus lourd que d'habitude. Tu es ailleurs, a dit Marc sans se retourner. Parle-moi. C'est juste que j'ai pressé mes paumes contre mes yeux. Victoire a appelé, a dit que maman avait demandé de mes nouvelles, qu'elle lui manquait. Je l'ai regardé. Et si j'avais tort, Marc? Et si j'avais été trop dur? Elle reste ma mère. Peut-être que j'aurais dû quoi. Il s'est essuyé les mains, s'est tourné vers moi. La rappeler, aller dîner,
prétendre que les 4 dernières années n'ont pas eu lieu. Je ne sais pas. Ma voix s'est brisée. Je n'arrête pas de penser que tout le monde pardonne à sa famille, non? C'est ce qu'on est censé faire. Et si c'était moi la méchante ici? Marc n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il est allé au bureau, a disparu un instant, et est revenu avec son ordinateur portable. Je veux te montrer quelque chose, a-t-il dit. Quelque chose que j'ai gardé pour un moment exactement comme celui-ci. Marc a posé l'ordinateur sur la table et a ouvert un dossier intitulé Inès, ne pas effacer. À l'intérieur se trouvaient des fichiers que j'avais presque oubliés. Le premier, une capture d'écran du message WhatsApp de ma mère, celui que Rachel m'avait envoyé il y a 4 ans. L'horodatage brillait dans le coin, 9 mai 2020, 20h32. Les mots n'avaient pas changé. Je ne la considère plus comme ma fille. Le deuxième, l'email de ma mère d'il y a 2 semaines. Ma très chère Inès, pas d'excuses, pas de reconnaissance. Le troisième, une photo de l'Instagram de Victoire, Toussaint 2020. Le portrait de famille avec l'espace vide où j'aurais dû être. La légende, maman, tu nous as si bien élevés. J'ai tout gardé, a dit Marc doucement. Chaque message que Rachel a transféré, chaque photo qui est apparue en ligne. J'ai tout sauvegardé sur le cloud avec les horodatages et les métadonnées parce que je savais que ce jour viendrait. Il s'est assis en face de moi. Je savais qu'il y aurait un moment où tu oublierais pourquoi tu es parti, où tu commencerais à te demander si c'était toi qui avais échoué. J'ai fixé l'écran, l'épreuve de ma propre suppression, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Tu n'as pas échoué, a poursuivi Marc. Tu as survécu. Tu as construit une vie. Tu es devenu quelqu'un, non pas malgré eux, mais sans eux. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Tu ne dois pas le pardon à des gens qui ne l'ont jamais demandé. Tu ne te dois que la vérité. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable. Rachel t'a envoyé autre chose, ai-je dit. Qu'est-ce que c'est? Marc a hésité. Tu es sûr de vouloir voir? J'ai hoché la tête. Il a affiché une autre capture d'écran. Un nouveau message du groupe de discussion familiale, daté de la veille. Et quand je l'ai lu, tout est devenu clair. La capture d'écran provenait du groupe de discussion de la famille Fournier, celui dont j'avais été retiré 4 ans plus tôt. Le message de ma mère brillait sur l'écran, daté de la veille, merveilleuse nouvelle. Inès va être honorée lors de la cérémonie du professeur de l'année de l'Académie le mois prochain. Ce sera télévisé. J'ai déjà confirmé notre présence. Nous arriverons tôt, nous nous assiérons dans la section réservée à la famille et nous la rejoindrons sur scène pour les photos. Victoire, porte ta robe rouge Valentino. Bruno, amène Caroline. C'est une occasion de montrer à tous que la famille Fournier reste unie. La réponse de Victoire, j'ai déjà choisi ma robe. Dois-je apporter des fleurs? Bruno, je vais libérer mon agenda. Bonne opération de communication. Pas une seule personne n'avait demandé si je voulais qu'il soit là. Pas un seul message ne mentionnait la réconciliation, des excuses, ou même une conversation privée avant de se présenter au moment le plus important de ma carrière. Il prévoit de détourner ta cérémonie, a dit Marc, sa voix tendue par une colère contenue. Débarquer comme si de rien n'était. Poser pour les caméras. S'attribuer le mérite. J'ai relu les messages, plus lentement cette fois. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête. C'est une occasion. Pas ma fille me manque, pas j'ai eu tort. Une occasion de redorer son blason, de reprendre le contrôle du récit. De se tenir à mes côtés dans mon moment de triomphe et de prétendre qu'elle avait toujours été là. Ils ne veulent pas de mon retour, ai-je dit, la réalisation s'installant, froide et définitive, dans ma poitrine. Ils veulent la version de moi qu'ils peuvent exhiber. Marc a hoché la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé la capture d'écran une dernière fois, la mise en scène soignée de ma mère, la conformité empressée de mes frères et sœurs, l'absence totale de tout ce qui ressemblait à du remords. Je vais les laisser venir, ai-je dit doucement. Et puis je vais dire la vérité. Nous nous sommes réunis autour de la table de la cuisine ce soir-là, Marc, Rachel en appel vidéo, et moi, comme des généraux planifiant une campagne. Tu pourrais les désinviter, a suggéré Rachel. Appeler la sécurité, les faire expulser s'ils essaient d'entrer. Alors c'est moi la méchante,
ai-je dit. La fille ingrate qui a interdit à sa propre mère l'accès à sa cérémonie de remise de prix. C'est l'histoire qu'ils raconteront à tout le monde. Alors quelle est l'alternative, a demandé Marc. Les laisser entrer et prétendre qu'ils t'ont soutenu tout ce temps. J'y avais réfléchi pendant des heures, envisageant des scénarios, pesant les options. Non, ai-je dit finalement. Je les laisse venir. Je ne fais pas de scène avant. Je ne les préviens pas et ne les confronte pas. J'ai pris une profonde inspiration. Et puis, quand je ferai mon discours de remerciement devant 500 éducateurs, les caméras de télévision et le préfet de région, je remercierai ma famille. Le visage de Rachel sur l'écran s'est figé. Inès, je remercierai ma famille, ai-je répété. Mon mari Marc, qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Ma fille Lily, qui m'a appris ce qu'est l'amour inconditionnel. Et c'est tout. C'est toute la liste. Un silence a flotté dans l'air. Tu ne vas pas les mentionner du tout, a dit Marc lentement. Pourquoi le ferais-je? Ils ne sont pas ma famille. Ils l'ont clairement fait savoir il y a 4 ans. J'ai affiché la capture d'écran du message WhatsApp de ma mère sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin de les dénoncer. Je n'ai pas besoin de lire ça à voix haute. J'ai juste besoin de ne pas les inclure. L'absence parlera d'elle-même. Et si ta mère essaie de monter sur scène quand même, a demandé Rachel. J'ai souri, le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis des jours. Alors je lui rappellerai très poliment que je ne fais qu'honorer les limites qu'elle a fixées. Elle a dit que je n'étais plus sa fille. Je ne fais que la prendre au mot. Madame Éléonore Martin m'a appelé 3 jours avant la cérémonie. Inès, nous devons parler. Sa voix portait cette autorité directe et sans fioriture dont je me souvenais de ma première année d'enseignement, quand elle était la directrice qui avait donné sa chance à une jeune femme nerveuse de 22 ans tout juste sortie de l'université. Il y a un imprévu. Je me suis préparé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a contacté le coordinateur de la cérémonie la semaine dernière. Une femme nommée Marguerite Fournier, qui a dit être votre mère. Éléonore a fait une pause. Elle a demandé à prendre la parole pendant la partie des remarques familiales du programme. Elle voulait dire quelques mots sur la façon dont elle vous a élevé. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Elle a fait quoi? Le coordinateur m'a transmis la demande puisque c'est moi qui fais le discours d'introduction. Je l'ai refusé. Une autre pause. Plus lourde cette fois. Inès, je ne connais pas toute l'histoire de votre situation familiale. Vous ne me l'avez jamais raconté et je n'ai jamais posé de questions, mais je vous connais. Je vous ai vu travailler pendant 15 ans et je sais que si vous aviez voulu que votre mère soit impliquée, vous l'auriez mentionné vous-même. J'ai expiré lentement. Merci, Éléonore. C'est moi qui vous présente sur cette scène, a-t-elle poursuivi. Et je vais parler de vos accomplissements, de votre dévouement, de vos 15 années à changer la vie des enfants. Pas de votre nom de famille, pas de qui vous a élevé, juste de ce que vous avez construit de vos propres mains. Sa voix s'est adoucie. Vous avez mérité cela, Inès. Personne n'a le droit de réécrire cette histoire à part vous. Quand j'ai raccroché, Marc m'observait depuis l'embrasure de la porte. Ta mère a essayé de monter sur scène. Éléonore l'en a empêché. Il a secoué la tête lentement, non pas avec incrédulité, mais en confirmation de tout ce qu'il savait déjà sur la femme qui m'avait rejeté. Elle pense vraiment qu'elle peut simplement revenir comme si de rien n'était, a-t-il dit. Elle pense qu'elle le mérite, ai-je répondu. C'est toute la différence. La veille de la cérémonie, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes vierge, une tisane à la camomille et le poids de 4 années pesant sur ma poitrine. Lily était allée se coucher 1 heure plus tôt, sa petite main me saluant depuis la porte. Bonne chance pour demain, maman. Tu vas être génial. Marc était dans le salon, me laissant de l'espace pour écrire. Il comprenait que certains mots devaient être trouvés seuls. J'ai fixé la page blanche. Je voudrais remercier mon stylo était en suspens. Qui devais-je remercier? Mes collègues, évidemment, Madame Martin, les membres du conseil qui avaient cru en moi, les élèves qui avaient rendu chaque matinée précoce et chaque soirée tardive valable. Et puis quoi? J'ai pensé à ma mère, à la femme qui organisait des déjeuners au club de golf tout en racontant à ses amis que je sauvais des enfants au Sénégal, qui m'avait effacé des photos de famille comme on retouche une imperfection,
qui était à ce moment même probablement en train de préparer sa tenue. De répéter son sourire de mère fière, de répéter le discours qu'Éléonore lui avait déjà refusé. J'ai commencé à écrire. Je veux remercier ma famille. La famille que j'ai choisie et la famille qui m'a choisi en retour. Mon mari Marc, qui m'a vu quand j'étais invisible. Ma fille Lily, qui m'a appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on mérite, c'est quelque chose que l'on donne librement. J'ai posé le stylo. C'était suffisant. C'était tout. Aucune mention du nom Fournier. Aucune reconnaissance des personnes qui avaient annoncé mon exil dans un groupe de discussion. Juste la vérité. La famille dans mon discours était la famille qui avait réellement été là. C'est fait, a demandé Marc depuis l'embrasure de la porte. C'est fait, ai-je dit. Demain, je me tiendrai devant 500 personnes, et pour la première fois en 4 ans, je laisserai mon silence parler. Le siège du Conseil régional d'Île-de-France n'avait jamais semblé aussi imposant. J'avais vu des photos du bâtiment toute ma vie. Le design néoclassique, les colonnes blanches, le dôme qui semblait toucher le ciel. Mais en me tenant à l'entrée dans ma robe bleu marine, Marc à mon bras et Lily me tenant la main, j'avais l'impression d'entrer dans l'histoire. La cérémonie se tenait dans l'hémicycle. 500 chaises disposées en rangées précises. Chacune remplie d'éducateurs de tous les coins de la région, des directeurs, des enseignants, des membres de conseils d'administration, des directeurs académiques comme moi qui avaient passé leur carrière dans les salles de classe avant de monter dans les bureaux et devant les caméras. 3 équipes de presse, y compris une retransmission en direct sur le site web de l'académie. Je me suis inscrite à la table d'accueil. Une bénévole m'a tendu mon badge. Inès Fournier-Weber, professeure de l'année 2024 de l'Académie de Versailles. Félicitations, a-t-elle dit chaleureusement. Votre famille doit être si fière. J'ai souri. Ils le sont. Nous avons pris nos places au premier rang, réservées aux lauréats et à leurs familles immédiates. Lily s'est assise entre Marc et moi, ses jambes se balançant sous sa chaise, trop courte pour atteindre le sol. Elle portait la robe que nous avions choisie ensemble, jaune pâle avec de petites marguerites brodées. Maman, a-t-elle chuchoté en tirant sur ma manche. C'est ton nom là-haut? J'ai levé les yeux. Une immense bannière s'étendait sur la scène. Professeur de l'année 2024 de l'Académie de Versailles, Inès Fournier-Weber. Mon nom, en lettres d'1 mètre de haut, impossible à ignorer. J'ai serré la main de Lily. Oui, ma chérie. C'est mon nom. Derrière moi, je sentais des regards dans mon dos. La sensation de picotement d'être observé. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà qui était assis au 2e rang, non invité et non découragé, attendant un projecteur qui ne brillerait jamais sur eux. Je les ai entendus avant de les voir. Excusez-moi, c'est ma fille là-haut. Oui, la lauréate. Je dois être dans la section famille. La voix de ma mère traversait l'hémicycle avec une autorité étudiée. Le même ton qu'elle utilisait pour commander les serveurs, imposer le silence lors des dîners, convaincre les étrangers qu'elle avait sa place où qu'elle se trouve. J'ai gardé les yeux fixés devant moi. Respire. Respire. Du coin de l'œil, je les ai vus arriver comme une délégation. Ma mère en Chanel crème, des perles à son cou. Victoire dans cette robe rouge Valentino qu'elle avait mentionnée, taille cintrée, décolleté spectaculaire, prête pour les caméras. Bruno en costume Zegna anthracite, sa femme Caroline le suivant dans une robe Dior. Ils se sont installés au 2e rang, juste derrière nous. Et j'ai entendu le chuchotement de ma mère à la femme à côté d'elle. Je suis Marguerite Fournier, la mère d'Inès. J'ai élevé cette fille depuis le jour de sa naissance. Tout ce qu'elle est, elle me le doit. La femme a hoché la tête poliment, jetant un coup d'œil à la bannière, puis à ma mère. Victoire s'est penchée en avant, assez près pour que je puisse sentir son parfum. Inès, tu as l'air en forme. Je ne me suis pas retourné, je ne l'ai pas reconnu. Une main a touché mon épaule. Tu ne vas pas dire bonjour à ta famille. La voix de Bruno, désinvolte, autoritaire. J'ai tourné la tête juste un peu. Pas assez pour leur faire face, juste assez pour être entendu. Ma famille est assise juste à côté de moi. Puis je me suis retourné vers la scène, la petite main de Lily chaude dans la mienne. Vous voulez savoir ce qui s'est passé quand j'ai fait mon discours?
Quand ma mère m'a entendu remercier tout le monde dans ma vie, sauf elle? Je vous promets que vous ne devinerez jamais sa réaction. Si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur le bouton j'aime et restez. Les 3 prochaines minutes sont la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. Madame Éléonore Martin s'est approchée du podium avec la même autorité tranquille qu'elle avait apportée dans chaque salle de classe, chaque réunion du conseil, chaque conversation difficile au cours des 3 dernières décennies. Elle a ajusté le micro, a balayé la salle du regard et a commencé. En 15 ans de travail dans le système éducatif de notre académie, j'ai eu le privilège de rencontrer des milliers d'enseignants extraordinaires. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une personne qui se distingue. J'ai senti ma mère bouger sur son siège derrière moi, ajustant ses perles, préparant son expression fière pour les caméras. Inès Fournier-Weber a commencé sa carrière dans une école primaire rurale avec 23 élèves, des ressources limitées et une détermination sans limite. La voix d'Éléonore était stable, chaleureuse. Rien que lors de sa première année, elle a fait progresser les niveaux de lecture de 2 classes en moyenne par élève. Pas par magie, mais en étant présente, chaque jour. Elle a fait une pause, laissant les mots s'installer. Inès ne venait pas d'un milieu qui lui a facilité la tâche. Elle n'avait pas de relation ou de privilège servi sur un plateau d'argent. Une légère insistance sur ces mots. Est-ce que j'imaginais? Elle a tout construit elle-même. Son master tout en enseignant à plein temps, son programme de mentorat qui est maintenant adopté dans 37 circonscriptions de l'académie, sa famille ma respiration s'est bloquée. Que j'ai l'honneur de présenter maintenant. Son mari Marc, qui a siégé au conseil d'administration de l'école pendant 6 ans, et sa fille, Lily, qui m'a dit en coulisses que sa maman est la meilleure maîtresse du monde entier. La caméra s'est tournée vers Marc et Lily. Pas vers ma mère, pas vers Victoire dans sa robe rouge. Vers la famille qui comptait. Derrière moi, j'ai entendu une inspiration brusque. Le craquement d'une chaise alors que quelqu'un a grippé la coudoir trop fort. Éléonore a souri. Veuillez accueillir votre professeur de l'année 2024 de l'Académie de Versailles, Inès Fournier-Weber. Je me suis dirigé vers le podium sur des jambes qui semblaient plus stables que prévu. 500 visages me regardaient. Les caméras enregistraient chaque souffle, et au deuxième rang, 4 personnes en vêtements de créateur attendaient la reconnaissance qu'elles croyaient mériter. Merci, Madame la rectrice, ai-je commencé. Et merci à l'Académie de Versailles, au Conseil régional, et à tous ceux qui ont rendu cette journée possible. J'ai regardé le public, le vrai public. Des enseignants qui passaient leur week-end à corriger des copies. Des directeurs qui restaient tard pour conseiller des élèves en difficulté. Des éducateurs qui avaient choisi cette vie non pas pour l'argent ou le statut, mais parce qu'ils croyaient au potentiel d'un enfant. Quand j'ai commencé à enseigner il y a 15 ans, je ne savais pas si je tiendrais un trimestre. Les heures étaient longues, le salaire modeste, et certaines personnes j'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin, se demandaient si c'était une voix qui en valait la peine. Silence, le genre qui vibre. Mais voici ce que j'ai appris. Enseigner, ce n'est pas prouver quelque chose à quelqu'un. C'est être là pour les enfants qui ont besoin de vous, même quand personne d'autre n'est là, surtout quand personne d'autre n'est là. J'ai pris une inspiration. Ce qui m'amène à mes remerciements. À mes collègues de l'école du Val-Fleury. Vous êtes mon village. À Madame Martin, qui a vu quelque chose en moi quand je n'étais qu'une jeune femme nerveuse de 22 ans avec un rêve. Je vous dois plus que les mots ne peuvent le dire. Je me suis tourné vers le premier rang. Et à ma famille. J'ai souri à Marc, à Lily. Mon mari, Marc, qui a cru en moi quand j'avais cessé de croire en moi-même. Ma fille Lily, qui me rappelle chaque jour ce à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Je me suis arrêté. C'était la liste. Derrière moi, quelqu'un au deuxième rang s'est levé. Inès. La voix de ma mère. Je ne me suis pas retourné. Inès, ma chérie, tu n'as tout de même pas oublié ta propre mère. La voix de Marguerite a résonné dans l'hémicycle, son ton à mi-chemin entre la blessure et l'autorité, le genre de voix conçue pour que tout le monde dans la salle sympathise avec elle. La mère négligée, oubliée par son enfant ingrat. J'ai entendu du mouvement derrière moi, des talons claquant contre le marbre. Elle se dirigeait vers la scène. 500 têtes se sont tournées, les caméras ont pivoté. Le moment s'est étiré comme un caramel, collant et inéluctable. Ma mère a atteint le bas des marches de la scène, son tailleur Chanel crème captant la lumière,
son sourire étudié fermement en place. J'aimerais juste dire quelques mots sur ma fille, sur à quel point je suis fier de tout ce qu'elle a, Madame Fournier. Ma voix est sortie calme, posée, amplifiée par le micro du podium pour que tout le monde l'entende. Elle s'est arrêtée en pleine phrase, un pied sur la première marche. Merci d'être venu, ai-je dit, croisant son regard pour la première fois en 4 ans. Mais la partie de mon discours consacrée à la famille est terminée. Son sourire a vacillé, juste une seconde, une fissure capillaire dans la façade. Inès, je suis ta mère. Vous avez dit que vous ne me considériez plus comme votre fille. Les mots sont tombés comme des pierres dans un étang calme. Il y a 4 ans, dans un message de groupe, vous avez dit que j'avais choisi d'être une simple institutrice et que je ne faisais plus partie de votre famille. Des murmures ont parcouru le public, un brouhaha de voix. Quelqu'un a laissé tomber son programme. J'ai simplement honoré votre décision, ai-je poursuivi d'un ton égal. La famille que je remercie aujourd'hui est la famille qui m'a soutenu, la famille qui n'a pas exigé que je prouve ma valeur par un titre de poste ou un salaire. Un agent de sécurité s'est approché doucement de Marguerite, lui faisant signe de retourner à son siège. Elle est restée figée, n'avançant pas, ne reculant pas. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'avait rien à dire. Le silence a duré exactement 4 secondes. Puis, de quelque part au milieu de l'hémicycle, une femme s'est levée, cheveux gris, la soixantaine, portant un simple gilet et des lunettes qui avaient vu des milliers de salles de classe. Elle a commencé à applaudir, lentement, délibérément, sans équivoque. Une autre personne s'est levée, puis 5, puis 20. Les applaudissements ont grandi comme une vague, déferlant à travers l'hémicycle jusqu'à ce que chaque éducateur dans cette salle soit debout. 500 personnes me donnant quelque chose que ma propre mère ne m'avait jamais donné, une validation sans condition. Je me suis agrippé au bord du podium, les yeux me brûlant. L'agent de sécurité a gentiment raccompagné Marguerite à son siège. Elle marchait raidement, mécaniquement, sa posture parfaite s'effritant à chaque pas. Victoire a attrapé son bras, lui chuchotant quelque chose d'urgent, mais Marguerite l'a repoussé. J'ai saisi des bribes de conversation des rangées voisines. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Sa propre mère l'a reniée parce qu'elle est enseignante. C'est dégoûtant. Alors c'est elle, la femme qui l'a traitée de simple institutrice. Vous imaginez? L'histoire se propageait dans la salle comme une traînée de poudre. Chaque chuchotement, un clou de plus dans le cercueil de la réputation soigneusement construite de ma mère. Quand les applaudissements se sont enfin calmés et que les gens ont repris leur place, j'ai vu Marguerite assise, rigide sur sa chaise, regardant droit devant elle. Son tailleur Chanel semblait soudain trop voyant, trop forcé. Victoire tapait furieusement sur son téléphone. La mâchoire de Bruno était si serrée que je pouvais voir les muscles travailler depuis la scène. Et au premier rang, Lily me regardait avec des yeux brillants. Tu l'as fait, maman, a-t-elle chuchoté, trop bas pour que quiconque d'autre l'entende, mais j'ai parfaitement lu sur ses lèvres. Je lui ai souri. Juste à elle. Le reste du public s'est estompé en bruit de fond. Ma famille était fière de moi. C'était tout ce qui comptait. Ils m'ont acculé dans le couloir à l'extérieur de l'hémicycle. Je venais de finir de prendre des photos avec le préfet, un homme aimable avec une poignée de main ferme qui m'avait dit que mon discours était la chose la plus honnête qu'il ait entendue dans ce bâtiment depuis 20 ans, quand je les ai vus approcher. Ma mère, flanquée de Victoire et Bruno, se frayant un chemin à travers la foule avec la détermination de gens qui croyaient qu'on leur devait une explication. Inès. La voix de ma mère était basse maintenant, dépouillée de sa qualité théâtrale. Nous devons parler en privé. J'ai gardé un ton agréable, professionnel. Si vous avez quelque chose à dire, Madame Fournier, vous pouvez le dire ici. Ses yeux ont balayé les gens autour de nous, d'autres lauréats, leurs familles, un journaliste griffonnant des notes. Tu m'as humilié devant tout le monde, à la télévision. J'ai énoncé un fait. J'ai sorti mon téléphone, l'ai déverrouillé et brandi la capture d'écran qui vivait dans ma galerie de photos depuis 4 ans. C'est le message que vous avez envoyé le 9 mai 2020. Je ne la considère plus comme ma fille. Vos mots, votre décision. Je l'ai simplement honorée. Le visage de ma mère est devenu blême. J'étais contrarié. Tu sais comment les choses sont sorties de leur contexte. Le contexte? Je lui ai montré l'horodatage, l'identifiant de l'expéditeur, l'émoji cœur de Victoire, le compris,
maman de Bruno. C'était un message de groupe disant à toute notre famille de prétendre que je n'existais pas. Il n'y a pas d'autre contexte. Bruno s'est avancé. Inès, soyons raisonnables. J'ai été raisonnable pendant 30 ans. Ma voix est restée calme. J'ai été raisonnable quand vous m'avez assise à la table des enfants. Raisonnable quand maman a oublié ma remise de diplôme. Raisonnable quand vous avez tous décidé que ma carrière me rendait jetable. J'ai rangé mon téléphone. J'ai fini d'être raisonnable. Le masque de Victoire s'est fissuré en premier. C'est ridicule, a-t-elle sifflé, sa robe rouge Valentino semblant soudain criarde sous les néons du couloir. Nous sommes venus ici pour te soutenir. Nous avons réorganisé tout notre emploi du temps. Vous êtes venu ici pour une séance photo. J'ai gardé une voix égale. J'ai lu vos messages, Victoire. Dois-je apporter des fleurs? Ce n'est pas du soutien. C'est de la mise en scène. Son visage a rougi. Comment tu quittes à montrer ça? Peu importe comment je le sais. Ce qui importe, c'est que vous aviez tous l'intention de vous présenter à ma cérémonie, de vous asseoir dans ma section familiale et de vous attribuer le mérite d'un succès que vous avez passé 4 ans à ignorer. Bruno a essayé une autre approche. Sa voix d'avocat, calme, raisonnable, le ton qu'il utilisait pour négocier des accords. Inès, pense à cela d'un point de vue de communication. La vidéo devient virale. Les gens appellent maman et les gens appellent maman ce qu'elle est. Vous ne faites qu'empirer les choses pour tout le monde. Pour le nom de la famille. Je ne porte plus ce nom depuis 2 ans. J'ai levé la main, montrant la simple alliance en or que Marquis avait placée. Je suis une Weber maintenant. Et ce qui est drôle avec les noms de famille, c'est qu'ils ne signifient quelque chose que si la famille derrière est réelle. Victoire s'est approchée, sa voix tombant à un murmure féroce. Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas? Juste parce que tu as eu un prix. Non. J'ai croisé son regard. Je pense que je suis exactement ce que j'ai toujours été, une enseignante. La même enseignante que tu as qualifiée de simple. La même enseignante que maman avait honte de mentionner à son club de golf. Je me suis tourné pour les regarder tous les 3. Je ne suis pas devenu meilleur que vous. Vous avez décidé que je n'étais pas assez bien, et j'ai arrêté d'essayer de vous faire changer d'avis. Derrière moi, j'ai entendu les pas réguliers de Marc. La petite main de Lily a trouvé la mienne. Prête à rentrer, a-t-il demandé. Plus que prête. Je me suis retourné pour faire face à ma mère une dernière fois. Elle avait l'air plus petite, en quelque sorte. Le tailleur Chanel crème tombait différemment maintenant. Les perles semblaient moins polies. 4 ans de construction de réputation soignée, anéantie en 3 minutes sur une scène où elle n'avait jamais été invitée. Madame Fournier, ai-je dit doucement, assez bas pour qu'elle seule puisse entendre. Il y a 4 ans, vous avez fait un choix. Vous avez choisi votre image plutôt que votre fille. Vous avez choisi les opinions de femmes dans un club de golf plutôt qu'un enfant qui vous aimait. Sa lèvre a tremblé. La première fissure dans son armure que j'ai jamais vue. Je pourrais vous détester pour ça, ai-je poursuivi. J'ai passé beaucoup de nuits à penser que je devrais. Mais voici ce que j'ai réalisé. Vous détester signifierait que vous contrôlez toujours ma vie. Et ce n'est plus le cas. Inès, je ne vous demande pas de vous excuser. Je n'ai pas besoin de vos excuses pour être heureuse. Je suis heureuse depuis 2 ans sans elle. J'ai pris une inspiration. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne fais pas ça pour vous punir. Je le fais parce que j'ai enfin appris la différence entre le pardon et le respect de soi. Je me suis tourné vers Victoire. Tu m'as demandé si je me croyais meilleur que toi. Ce n'est pas le cas. Je pense juste que je mérite d'être aimé sans condition. Et j'ai trouvé ça ailleurs. À Bruno, tu t'inquiétais pour le nom de la famille, mais les noms ne sont que des mots. La famille, c'est être présent. Tu n'as pas été présent pendant 4 ans. Tu ne peux pas commencer maintenant. J'ai reculé. La main de Marc, chaude dans le bas de mon dos. Lily pressée contre moi. Au revoir, Madame Fournier. Victoire. Bruno. J'ai hoché la tête une fois. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, mais vous ne le trouverez pas avec moi. Nous sommes sortis sans nous retourner.
Les retombées ne se sont pas produites du jour au lendemain. Elles se sont insinuées lentement, comme de l'eau à travers les fissures d'une fondation. Rachel m'a appelé un mois après la cérémonie avec des nouvelles que je n'avais pas demandées, mais que, d'une manière ou d'une autre, j'avais besoin d'entendre. Ta mère a démissionné du comité social du club de golf, a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle avait besoin de se concentrer sur les questions familiales. Mais tout le monde connaît la vraie raison. Les femmes lui posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre, sur toi, sur le discours, sur quel genre de mère renie une fille parce qu'elle est enseignante. J'ai remué mon café, regardant la crème tourbillonner. Et Victoire, elle a supprimé tous ses posts Instagram familiaux. Absolument tous. Quelqu'un dans les commentaires de la page de son cabinet lui a demandé si elle était la sœur qui avait envoyé un emoji cœur quand sa mère dénigrait sa sœur. Rachel a ri amèrement. Apparemment, les patients n'aiment pas savoir que leur chirurgienne esthétique a un temps de réponse de 30 secondes avec un emoji cœur à la cruauté familiale. Bruno était devenu complètement silencieux. Selon Rachel, il a dit à leur tante Patricia que toute la situation avait été montée en épingle et qu'il préférait ne pas en discuter. La classe professionnelle avait ses propres façons de punir les faux pas sociaux. Personne ne boycottait le cabinet de Victoire ou ne refusait d'engager le cabinet de Bruno, mais il y avait des chuchotements, des regards de côté lors des événements de réseautage. La distanciation subtile qui se produit quand les gens réalisent que la surface brillante de quelqu'un cache quelque chose de pourri en dessous. Ta mère voit un thérapeute, a ajouté Rachel doucement. Elle a dit à tante Patricia qu'elle veut comprendre ce qui n'a pas fonctionné. J'ai posé ma tasse. Tant mieux pour elle. Tu ne veux pas en savoir plus? Peut-être qu'elle change vraiment. Peut-être. J'ai regardé par la fenêtre le chêne dans notre jardin. Celui où Marc et moi avions échangé nos vœux. Mais le fait qu'elle change ne change pas ce qui s'est passé. Et ça ne m'oblige pas à y retourner. 6 mois plus tard, j'ai appris ce qu'est réellement la paix. Pas l'absence de bruit. Notre ferme n'était jamais silencieuse. Lily répétait du piano dans le salon, les touches butant sur la lettre à Élise avec une imperfection déterminée. Marc se disputait avec le tracteur dans la grange, convaincu qu'il comprenait ses leçons sur l'efficacité énergétique. Les poules avaient des opinions sur tout. Mais sous tout ce bruit, le calme. Le genre qui vient du fait de savoir exactement où est sa place. J'étais toujours directrice académique. Le travail était difficile. Réunions budgétaires, conflits de personnel, la paperasserie sans fin de la gestion de 12 circonscriptions. Mais chaque matin, en entrant dans mon bureau, je voyais le dessin au crayon de Lily épinglé au-dessus de mon bureau. 3 bonshommes en bâton, un soleil jaune, ma maman, mon papa, moi. C'était mon rappel quotidien de ce à quoi ressemblait vraiment le succès. Pour notre 3e anniversaire de mariage, Marc et moi avons fait un autre pique-nique sous le chêne. Lily a aidé à installer la couverture, étalant des assiettes de poulet froid et les célèbres biscuits de la mère de Marc. La lumière du soir dorait tout. Quelqu'un d'une maison d'édition a appelé la semaine dernière, a mentionné Marc nonchalamment, en me tendant un verre de citronnade. Ils veulent que tu écrives un livre sur ta carrière, ton parcours, tout ça. J'ai secoué la tête avant qu'il ait fini. Je ne veux pas vivre dans le passé. Même si ça pouvait aider d'autres personnes? D'autres enseignants qui se sont sentis rabaissés? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Si jamais je raconte cette histoire publiquement, ai-je dit finalement, ce sera selon mes propres termes. Pas pour la vengeance, pas pour le profit. Juste pour que quelqu'un d'autre sache qu'il n'est pas seul. Lily s'est glissée sur mes genoux, sentant l'herbe et le soleil. Raconte-moi une histoire, maman. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Il était une fois, une maîtresse qui a trouvé sa famille. La lettre est arrivée un mardi d'octobre, presque exactement un an après la cérémonie. Pas d'adresse de retour sur l'enveloppe, juste mon nom écrit d'une écriture que j'ai immédiatement reconnue. L'écriture cursive soignée dont ma mère s'était toujours enorgueillie. Les boucles élégantes qu'elle avait passé des années à perfectionner dans une école de maintien dans les années 1970. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment, tenant simplement l'enveloppe. Marc est entré de la grange, a vu ce que je tenais et s'est assis en face de moi sans un mot. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir, a-t-il dit. Je sais. Je l'ai ouverte quand même. La lettre faisait 2 pages, manuscrite sur son papier à lettres personnalisées,
le papier cartonné crème avec ses initiales embossées en or. Inès, j'ai écrit cette lettre 47 fois. Chaque fois, j'ai essayé d'expliquer, de justifier, de te faire comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mais la vérité est plus simple et plus laide que toute explication que je pourrais donner. J'avais peur. Peur de ce que les gens penseraient. Peur d'être jugé. Peur que tes choix reflètent en quelque sorte mes échecs. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne me suis même pas pardonné moi-même. Je veux juste que tu saches que j'ai eu tort. Pas contrarié ou sorti de son contexte. Tort. Et je suis désolé pour chaque jour que tu as passé à croire que tu n'étais pas assez. Tu ne me dois pas de réponse. Tu ne me dois rien. Mais si jamais tu veux parler, pas te réconcilier, juste parler, je serai là. Ta mère, même si ce mot ne signifie plus pour toi ce qu'il devrait. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié soigneusement et l'ai mise dans le tiroir de la cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Marc. Je ne sais pas. J'ai regardé le chêne, ses feuilles virant à l'ambre dans la lumière d'automne. Mais pour la première fois, je crois que je n'ai pas besoin de savoir tout de suite. Vous savez ce qui m'a empêché de dormir pendant des mois après tout ça? Pas la colère, ni même la tristesse. C'était une question, pourquoi? Pourquoi une mère effacerait-elle son propre enfant? Quel genre de personne regarde sa fille et y voit un handicap? J'ai passé beaucoup de temps à lire sur le sujet, à parler à un ami thérapeute, à essayer de comprendre, non pas pour pardonner, mais pour cesser de porter le poids de la confusion. Voici ce que j'ai appris sur les gens comme ma mère. Marguerite Fournier a grandi dans une famille où l'amour était transactionnel. Ses propres parents la félicitaient quand elle réussissait et se retiraient quand elle échouait. Elle a appris très tôt que la valeur équivaut à la performance, que l'on gagne sa place à table, littéralement. Au moment où elle a eu ses propres enfants, elle ne connaissait pas d'autre façon d'aimer. Quand Victoire est devenue chirurgienne et Bruno avocat, ma mère n'était pas seulement fière, elle était soulagée. Leur succès prouvait qu'elle était une bonne mère. Leur réussite était ses réussites. Leur statut la protégeait de la honte qu'elle portait depuis l'enfance. Et puis il y avait moi, la fille qui a choisi le sens plutôt que l'argent, qui a choisi une profession modeste qui faisait que Marguerite se sentait exposée. Chaque fois que quelqu'un posait des questions sur ses enfants, elle devait m'expliquer. Une explication ressemblait à un échec. Alors, elle a fait ce que font les gens effrayés. Elle a découpé la partie qui faisait mal. Ça ne l'excuse pas. Rien n'excuse l'abandon de son enfant. Mais comprendre cela m'a aidé à réaliser quelque chose d'important, son rejet n'a jamais été à propos de ma valeur. Il était à propos de ses blessures. Et voici la chose que je veux que vous entendiez, si vous avez déjà été à ma place, vous n'êtes pas responsable de guérir les gens qui vous ont fait du mal. Vous pouvez les comprendre sans les excuser. Vous pouvez avoir de la compassion sans leur donner accès à votre vie. Les limites ne sont pas des murs construits par la colère. Ce sont des portes que vous avez le droit de contrôler.